Ok, bon, on va commencer. Donc, merci beaucoup, Étienne, pour ta présence. Bon, donc, on va commencer, on va rentrer dans le dur, hein, directement. On va te demander un peu quelle est ta réaction par rapport à l'actualité, à tout ce que nous sommes en train de traverser. Donc, est-ce que tu peux commencer ton propos par nous livrer ton analyse de l'élection présidentielle et comment tu expliques, après tout ce que nous avons vécu en 5 ans, qu'il ait pu être réélu? Je démarre toujours doucement et c'est seulement quand je commence à parler des banquiers et des actionnaires que je parle un peu plus fort. Commenter une procédure dont je dis qu'elle est lamentable depuis 17 ans, je dis ça. En fait, on se fait, même ceux qui savent que c'est une procédure lamentable, l'élection, qu'elle n'a rien de démocratique. En fait, c'est même pire que ça, c'est pas qu'elle a rien de démocratique. L'élection est une procédure anti-démocratique. La démocratie, c'est un régime, une organisation politique dans laquelle le démos, c'est un mot qui a une origine grecque. Le démos, ça veut dire peuple. C'est lui qui détient le kratos. Le kratos, c'est le pouvoir en grec. Et donc c'est simple, hein, la démocratie, c'est un régime dans lequel les humains décident eux-mêmes de leur destin. Ils prennent eux-mêmes les décisions. Ils exercent ce qu'on appelle la souveraineté. Ils sont souverains. Les humains sont souverains en démocratie. Et dans les toutes petites structures, les familles indiennes, par exemple, les tribus indiennes, la plupart des sociétés humaines prennent leurs décisions à l'unanimité. Et un Indien d'Amérique, par exemple, ne sait pas obéir, il ne sait pas donner non plus un ordre, et il n'imagine pas de prendre leurs décisions à la majorité, ils les prennent à l'unanimité. Ils se respectent complètement, vraiment. Mais aujourd'hui, les tribus, c'est tout petit, nous, on est très, très, très grande collectivité, et on doit prendre nos décisions à la majorité. Nécessité fait loi. Et donc, pour prendre des décisions, il va falloir opiner. Nous allons devoir donner notre opinion. Ça s'appelle le suffrage. Donc ce suffrage, c'est l'opération par laquelle nous donnons notre opinion. Puis ensuite, on compte, et en fonction du nombre, on décide. L'escroquerie du système de domination parlementaire dans lequel nous vivons, c'est que, au lieu de nous demander notre suffrage pour décider, pour voter. Voter, c'est décider. On nous appelle aux urnes pour nous demander d'élire. Or, élire n'est pas voter. Élire, c'est renoncer à voter. Élire, c'est pas décider, c'est décider qu'on ne va jamais rien décider. Quand vous acceptez d'élire, vous acceptez que vous ne déciderez de rien. Et c'est difficile de prendre conscience de ça parce que depuis qu'on est petit, nos parents nous ont dit que la démocratie c'est l'élection c'est la démocratie. Répète mon petit, il faut que je répète, la démocratie c'est l'élection, ah bon. Et puis le professeur le dit, les maîtres, puis les profs le disent, puis les journalistes, la télé, les bouquins, tous les manuels, tout le monde dit partout, la démocratie c'est l'élection c'est la démocratie. Ben, on y croit, bien sûr, tout le monde le dit. Alors que l'élection nous interdit la démocratie. Quand j'élis, quand nous acceptons d'élire, nous acceptons l'antidémocratie, un système dans lequel le peuple ne décide de rien. Et c'est une idée géniale d'avoir appelé démocratie un régime qui est son strict contraire, parce que ça nous empêche de penser. On ne peut pas penser à l'endroit avec des mots à l'envers. Il suffit de nous dire, mais la démocratie, mon vieux, vous l'avez. Pour savoir que c'est la démocratie qu'il nous faudrait, il faut qu'on remette le mot à l'endroit et qu'on comprenne qu'on s'est fait avoir par les représentants, les élus, qui ont mis en place il y a 200 ans le régime dans lequel nous vivons, en sachant très bien que la démocratie, c'est pas ça. Et, Sieyès en France, Madison aux États-Unis,
je radote, hein, pardon, mais les fondateurs du régime dans lequel nous vivons savaient très bien que la démocratie, c'est un régime dans lequel le peuple décide. Et Sieyès ne voulait pas du tout que le peuple décide. Hein. Il disait dans un pays comme la démocratie, comme la France, et la France n'est pas une démocratie et ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. C'est un régime qui est antidémocratique, qui nous tient à l'écart volontairement. Ça ne s'est pas dégradé, ce n'était pas bien et c'est devenu mal. C'est un système antidémocratique depuis toujours. Et aujourd'hui, nous nous plaignons parce que les élections donnent de mauvais résultats. Mais alors, bien sûr, les candidats ne se valent pas. On aurait pu avoir le moins pire. On pourrait dire même le meilleur, mais le problème, c'est que l'élection porte toujours au pouvoir les pires. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais j'ai fait et nous devrions tous faire le procès de l'élection, c'est-à-dire tenir les comptes des vices de cette procédure et en regard comme en miroir les vertus du tirage au sort. Qu'on ne nous apprend pas à l'école. Quand je vous dis tirage au sort, si vous n'avez pas suivi ce que je dis depuis des années, vous dites mais de quoi il me parle là? Le tirage au sort et puis quoi encore? Faites-moi confiance pendant le temps qu'il faudra pour le travailler, mais il suffit d'une heure, hein, 1 heure de lecture, et vous aurez compris que, mais ça se creuse cette idée du tirage au sort. En fait, ça fait des milliers d'années. Platon déjà le disait. Et puis Montesquieu, et puis Rousseau, puis tous les penseurs politiques jusqu'au XVIIIe siècle, tout le monde savait que la seule procédure démocratique, c'est le tirage au sort. Étienne, on va poursuivre sur le tirage au sort tout à l'heure. Dans un premier temps. J'ai demandé à Florian de m'interrompre parce que je peux parler de ça pendant 8 heures et 1 heure c'est court, hein, donc il faut que j'abrège. Nous étions intéressés par ton constat sur l'actualité et comment t'expliques qu'il a été réélu avec tout ce qu'on a vécu en 5 ans. Comment c'est possible? Tout se passe comme prévu. L'élection porte au pouvoir les pires et ça continue à fonctionner. Voilà mon commentaire, c'est que nous ne nous émanciperons jamais par l'élection. C'est pas l'élection qui va nous émanciper. C'est notre mutation, ce qui va nous libérer, c'est notre mutation en souverain, c'est-à-dire en citoyen. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas citoyen, on est électeur. C'est pas du tout pareil. Un électeur subit la loi écrite par quelqu'un d'autre. Il est hétéronome. Nome, c'est la norme. Il subit, hétéro, c'est quelqu'un d'autre. Donc, il subit la loi écrite par quelqu'un d'autre, alors qu'un citoyen est autonome. Il vote lui-même les lois auxquelles il consent à obéir. Donc, il me semble que notre émancipation ne viendra jamais de l'élection, elle viendra de notre transformation en constituant. Il faut que nous soyons capables de nous constituer en peuple en nous donnant la Constitution, c'est-à-dire les règles de notre représentation. Alors avant qu'on parte sur la Constitution, est-ce que justement tu peux développer ces outils qui nous permettraient d'être souverains? Donc sont le tirage au sort et le RIC Karl. Peux-tu rappeler à tout le monde en quoi ce sont des outils révolutionnaires qui nous permettrions à tous de nous approprier notre souveraineté? Alors, vous avez compris, l'élection, c'est une procédure de dépossession. Quand nous élisons, nous acceptons de ne jamais rien décider. Ce n'est pas nous qui allons décider. Et ça fait de toutes nos conversations une plaisanterie, une erreur. Nos discussions législatives sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, sur le nucléaire, même sur l'Europe. C'est super important sur l'Europe. Je peux tenir 8 heures sur l'Europe aussi. Donc toutes nos discussions sur ce qu'il faudrait faire en matière législative sont vaines. Ce n'est pas nous qui décidons. Alors, je suis là avec mon meilleur cousin, mon meilleur copain, on est en train de on se dispute, on s'engueule, on se met à se détester pour savoir ce qu'il faudrait faire. Mais quelle couillonnade! Mais c'est incroyable de se disputer sur des sujets législatifs dans lesquels il n'y a pas d'enjeu, c'est pas nous qui décidons. C'est pas nous qui décidons. À quoi bon se disputer sur des sujets dont nous sommes exclus? On ferait mieux d'avoir des discussions constituantes. Quand on fait les ateliers constituants, on se dispute beaucoup moins, voire pas du tout, parce qu'on n'est pas en train de décider ce qu'il faut faire, on décide qui va décider. Et là, miracle, vous allez découvrir que nous sommes tous d'accord. Alors il y a des options, on n'est pas d'accord absolument, totalement, mais c'est beaucoup plus facile de trouver un consensus, une concorde,
dans un atelier constituant où on met de côté les sujets législatifs. On verra après, quand on aura établi notre souveraineté, on verra sur quel sujet on va se disputer, sur quel sujet on est d'accord, sur quel sujet on n'est pas d'accord. Mais nous devrions faire une priorité des ateliers constituants. Alors, sur la question, donc, l'élection, c'est une procédure qui nous tient à l'écart, qui nous infantilise, qui fait de nous des incapables politiques. Et nous l'adorons comme une vache sacrée. On nous apprend à l'école que c'est l'alpha et l'oméga de notre liberté, que des gens sont morts pour que nous puissions élire. On dit voter, mais on nous empêche de penser quand on dit voter. Les gens sont morts pour voter, oui, mais pas pour élire. Élire n'est pas voter. Élire, c'est le contraire de voter. Donc, il ne faut pas que vous appeliez... Alors moi aussi, hein, je fais comme ça depuis que je suis petit. Quand on va le dimanche aux élections, on dit on va voter. Donc ça m'arrive de le dire, mais tout de suite je me corrige et je mets des guillemets. Je ne vais pas voter, bien sûr, je vais renoncer à voter. Dimanche dernier, nous n'avons pas voté. Nous avons renoncé pour 5 ans à voter. Et donc, quelle est la procédure? Si la procédure de dépossession, c'est l'élection, quelle est la procédure de décision? Quelle est celle qui fait de nous le souverain? Cette procédure, c'est le référendum. C'est dans le référendum qu'on vote, c'est dans le référendum qu'on décide. Dans un référendum, vous n'élisez pas. Dans un référendum, vous votez. Mais le RIC, ce n'est pas seulement le référendum, c'est beaucoup plus que ça, parce que si vous n'avez que le référendum, mais que d'autres, par exemple Macron et sa bande, choisissent les questions, si ce sont des élus qui ont l'initiative, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique, il n'y a pas besoin d'être un vieux sage sur son rocher pour comprendre que les élus, les dominants, ne vont jamais nous poser les questions qui nous permettraient de les foutre dehors. Jamais, 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 ils ne nous poseront pas la question. Donc la question de l'initiative est absolument décisive. Décisive, il faut pas... Enfin, c'est pas négociable. Le seul référendum qui vaille, c'est le référendum à notre propre initiative, à l'initiative des simples citoyens. Ça s'appelle le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Et le CARL, ça veut dire quoi? Alors, en fait, le RIC-CARL, c'est constituant, abrogatoire, révocatoire et législatif. Par référendum, donc par des procédures dans lesquelles nous votons, nous pourrions révoquer quelqu'un qui nous représente mal. Quand on estime qu'il nous a trahis, qu'il nous a menti, qu'il nous a volé, nous devrions pouvoir le foutre dehors à notre propre initiative et sans qu'aucune institution puisse se mettre en travers. Nous devrions pouvoir virer les gens qui nous représentent mal parce qu'on n'en est plus content. Parce que c'est nous le souverain en démocratie, c'est la population qui décide. Donc ça, c'est le référendum révocatoire. Nous devrions pouvoir empêcher une loi scélérate de rentrer en application quand les élus, nos représentants, votent une loi et que nous trouvons mauvaise ou dangereuse. Nous devrions pouvoir abroger, c'est-à-dire détruire cette loi. C'est un référendum abrogatoire. Par référendum, nous devrions pouvoir dire non, ça vous ne ferez pas. Détruire les retraites, ce n'est pas nécessaire. Le COR, le Conseil d'orientation des retraites, vient de dire il y a quelques semaines qu'il n'y avait aucun problème de financement pour les retraites jusqu'en 2070. Aucun problème de financement. Donc il n'y a pas de raison de faire ce que Macron va faire pour ses copains. Il n'y a aucune raison, il est illégitime. Par référendum abrogatoire, nous pourrions annuler les lois que nous considérons comme des lois scélérates. Scélérate, c'est un vieux mot, hein. On appelait comme ça les lois terribles qui étaient votées au XIXe siècle contre les libertés. Et puis, référendum législatif, quand les élus font la sourde oreille, ils savent bien qu'on voudrait l'indexation des salaires sur l'inflation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a de l'inflation, les salaires montent obligatoirement. Nous avons connu ça pendant 30 ans. On a appelé ça les 30 glorieuses, 30 ans de prospérité. 30 ans merveilleux pendant lesquels nos parents, nos grands-parents ont construit leur maison en quelques années, ont payé leur maison en quelques années. Ce sont des soi-disant socialistes qui ont abrogé, qui ont mis fin à l'indexation des salaires sur l'inflation. Mais
les socialistes et les Macron et autres Sarkozy, les autres voleurs de pouvoir, là, ils ont aussi désindexé les retraites. Désindexer les retraites, ils ont fait ça l'année dernière. Même pas, un peu avant. En fait, Macron avait promis qu'il ne toucherait pas aux retraites, ni au montant, ni à l'âge. Il a touché les deux, il a dévasté les deux, et en plus, il est passé à la retraite à point. Et en plus, il a désindexé les retraites, c'est-à-dire que les mamies que je voyais sur les ronds-points pendant la période formidable des Gilets jaunes, les mamies qui étaient déjà à 700 €, 800 €, elles vont s'appauvrir jusqu'à leur mort. Et il n'y aura même pas, et pour ne pas s'en prendre à quelqu'un, puisqu'il n'y a personne qui va baisser leur retraite. C'est l'inflation qui va leur grignoter. Elles vont s'appauvrir jusqu'à leur mort. Mais c'est dégueulasse d'avoir fait ça. Désindexer les retraites, c'est un crime contre l'humanité. C'est une saloperie sans nom. Alors, comme l'élection porte au pouvoir les pires, bien sûr, au Parlement, nous avons la majorité des pires. Alors bien sûr, il y en a qui sont bien, hein. Des députés à l'Assemblée, il y en a des formidables, hein. Ils ne sont pas tous terribles, mais la majorité est toujours constituée des pires. Et par référendum d'initiative citoyenne législatif, nous pourrions proposer la loi d'indexation des salaires et des retraites et de toutes les pensions, hein. Les pensions d'handicapés, tout ça c'est désindexé aujourd'hui, hein. Et nous pourrions écrire nous-mêmes la loi de réindexation des salaires, des retraites et de toutes les pensions sur l'inflation. D'ailleurs, c'est tous les contrats qui mériteraient, tous les engagements mériteraient d'être indexés sur l'inflation, de façon à gommer l'inflation, qui vole tout le monde sans ça, hein. Nous pourrions écrire cette loi, la proposer au référendum, sans avoir besoin des parlementaires, des journalistes. On n'a pas besoin des institutions. Si on a le RIC, nous pouvons décider nous-mêmes de cette loi et ensuite la voter. Et là, vous verriez que les gens de gauche, les gens de droite, les gens que les médias appellent d'extrême gauche et les gens que les médias appellent d'extrême droite, tout le monde, nous voterions pour cette loi et nous l'aurions, l'indexation. Ce clivage gauche-droite qui nous conduit à tout perdre à chaque élection. Le référendum, c'était le référendum d'initiative citoyenne. Il ne faut pas seulement dire référendum. Peut-être je peux vous armer contre les objections. Il y a une objection que les voleurs de pouvoir élèvent souvent contre le référendum d'initiative citoyenne en disant « le référendum est un outil césariste ». Ce n'est pas faux. Quand il n'est pas d'initiative citoyenne, quand il est à l'initiative du prince, quand il est à l'initiative de César, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, quand il est à l'initiative de nos maîtres, oui, il sert d'outil de domination, parce que Napoléon III, par exemple, posait des questions auxquelles on ne peut pas répondre par non, et donc nous répondions tous par oui, et il pouvait s'appuyer là-dessus pour détruire la presse, détruire la liberté, en disant le peuple m'a dit oui, et donc je suis le maître légitime. Donc le référendum à l'initiative du prince est un outil césariste, et dans une constitution d'origine populaire, il serait interdit, le référendum à l'initiative du prince. Mais bien sûr, le référendum d'initiative populaire ne mérite pas cette critique. Le référendum à l'initiative du peuple, il ne peut pas être césariste. Oui, il faut vraiment être bête pour dire ça, vous comprenez, c'est un argument, il ne faut pas que je dise de gros mots, c'est un argument idiot qui peut pas, qui peut être pris comme argument que par des gens qui n'ont pas encore réfléchi à la question. Le référendum d'initiative citoyenne n'est pas césariste et n'est dangereux que pour les puissants, il est dangereux que pour les dominants. En fait, c'est un outil démocratique, parfaitement adapté dans un régime antidémocratique comme le nôtre. Il changerait tout. Raison pour laquelle les élus ne vous le donneront jamais. Ils préfèrent mourir que de nous donner le référendum d'initiative citoyenne. Vous comprenez bien pourquoi? Ils perdront tout si c'est nous qui décidons. Donc, il n'y a que nous pour l'écrire. Si vous voulez, quand je défends l'idée des ateliers constituants, ce n'est pas une marotte, c'est la déduction logique d'une série d'observations qui font que la priorité absolue, ce serait de rendre le pouvoir au peuple de décider, la souveraineté, et la procédure de la souveraineté, c'est le référendum. Pas n'importe quel référendum, le référendum à l'initiative du peuple qui décide. Donc le référendum d'initiative citoyenne. Mais il n'y a que nous pour l'écrire. Parce qu'en effet... Oh, il marche bien celui-là. Je vais te le rendre. Je voudrais, pour ce qui concerne le RIC, je voudrais vous signaler 2 bouquins. D'abord, un petit bouquin qui s'appelle RIC, le référendum d'initiative citoyenne expliqué à tous,
qui a été écrit par Clara Heger et Raoul Magny-Berton, deux personnes formidables qui ont fait un bon petit livre. Et puis Clara Heger, pour ces élections, qui était candidate aux élections présidentielles, a écrit « Pour que voter serve enfin, manifeste pour une transition démocratique » où elle défend le référendum d'initiative citoyenne constituant. Le RIC constituant, c'est celui qui nous permet d'écrire nous-mêmes des articles de constitution. Pas de convoquer une assemblée constituante, élue, qui va décider à nouveau notre impuissance et leur puissance. Non, non, le référendum d'initiative citoyenne constituant, c'est celui qui nous permet d'écrire nous-mêmes des articles de constitution et de voter nous-mêmes ces articles. On ne s'en remet pas à une assemblée constituante, nous décidons nous-mêmes des articles que nous voulons et nous les votons. Faites attention, dans les meilleurs référendums d'initiative citoyenne que je trouve présentés dans les programmes aux présidentielles ou aux élections, il n'y a jamais de vrai RIC constituant. Le meilleur RIC que je connaisse, c'est celui de la France insoumise. Donc il est législatif, il est abrogatoire, il est révocatoire. Super. Il en manque un. Dans le meilleur référendum d'initiative populaire des partis en présence, c'est celui de la France insoumise. Il y a législative, on peut par référendum imposer une loi, il est abrogatoire, on peut abroger une loi, il est révocatoire, on peut virer un élu dont on n'est pas content. Eh bien, alors, on n'est pas content, ils se sont gardés pour eux le référendum constituant, le pouvoir constituant, ce qui leur permet dans 3 ans de nous reprendre les 3 premiers RIC parce qu'ils trouvent qu'on l'a mal utilisé ou autre chose. Le RIC constituant, c'est celui qui donne accès à tout le reste. Donc c'est celui qu'il nous faut absolument. Il nous faut tous les RIC, il nous faut le RIC en toute matière. Mais méfiez-vous des politiciens qui vous donnent tout sauf le pouvoir de vous retirer ce qu'ils viennent de vous donner. Celui-là, ce pouvoir constituant, il faut que vous le gardiez. J'en parle aussi dans mon petit bouquin. Ce que je vous dis, je l'ai écrit dans un petit livre pour les Gilets jaunes qui s'appelle « Notre cause commune » et qui a un sous-titre qui est écrit en petit, mais il devrait être écrit en aussi gros parce que nous avons besoin d'une cause commune. Et cette cause commune, c'est... Et vérifiez, vous allez voir, c'est la même que vous avez avec vos voisins, vos copains, vos cousins. Notre cause commune, c'est d'apprendre à instituer nous-mêmes notre propre puissance politique, la puissance politique qui nous manque, notre cause commune. Ce n'est pas de décider telle ou telle loi, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus haut. Notre cause commune, c'est d'apprendre à instituer nous-mêmes notre propre puissance. C'est d'apprendre à devenir constituant. Et donc dans ce petit bouquin blanc qui est théorique, je vous explique cette idée. Et puis je vous parle aussi des Gilets jaunes. J'aimerais bien vous en parler aujourd'hui, mais je n'aurai pas le temps. Mais je résume dans ce bouquin, en une vingtaine de pages, ce que ce mouvement avait d'extraordinaire. En fait, les Gilets jaunes ont fait comme nous devrions tous faire. Je ne peux pas développer, mais je vais juste vous dire, ils sont sortis de chez eux. Ils ont fait attention à ne pas dire qu'ils étaient de gauche ou de droite pour pouvoir fraterniser. Ils ont investi des lieux publics, des ronds-points où tout le monde passe. Nous devrions tous faire ça. Ils ont commencé à vivre ensemble, à refaire de la politique qui ne soit pas de la politique politicienne. Ils avaient une détestation de la représentation, ce qui est un très bon départ pour un processus constituant. Ils étaient méfiants après avoir été trompés aussi longtemps, ils n'avaient pas envie de représentants. C'est un bon départ pour être constituant, c'est un bon départ pour décider comment on va désigner des représentants. Là, je me suis trompé, je n'ai pas réussi à les convaincre. Ça s'est très bien passé sur le RIC, mais ça ne s'est pas bien passé sur la représentation. Je leur ai dit, ça ne s'est pas bien passé parce qu'ils n'ont pas entendu, et ils ne l'ont pas fait. Résultat, leurs représentants n'ont pas fait ce qu'il fallait. Souvent, ils se sont disputés. Nous devrions, je leur ai dit, nous devrions, dans tous les collectifs, y compris dans la CDC, y compris dans votre organisation, dans toutes les organisations, petites comme grandes, nous devrions prioritairement, avant de prendre n'importe quelle décision, nous devrions réfléchir ensemble aux règles de notre représentation. Comment
acceptons-nous d'être représentés? Comment on désigne les gens? Comment on les contrôle? Comment on les vire quand on n'est pas content? Comment on garde la main? Comment, quand on n'est pas content de leur décision, comment on garde la main? Tout ça, c'est pas très long, ça s'écrit en une demi-page, et c'est décisif, il faut le faire tout de suite, écrire la constitution du rond-point, écrire la constitution du péage, du pont de l'Étoile, du rond-point de la Bouilladisse. On écrit la constitution avant d'envoyer en représentation nos représentants en mission. Et j'ai fait un livre d'exercice pour vous entraîner. Donc tu as bien développé le RIC, en quoi c'est un outil révolutionnaire qui nous permettra de nous approprier notre souveraineté. Est-ce que tu peux développer sur le tirage au sort? Comment tu le vois, ce tirage au sort? Est-ce que ça serait pour une chambre de contrôle, une chambre de décision? Pourquoi, à quelle fin pourrait être utilisé le tirage au sort dans la société future? Le jour où j'ai rencontré Attali, c'est un rapport avec la question, hein. C'était en 2014 à Ce soir ou jamais. Et je savais que j'allais avoir très peu de temps. C'était bien de passer à Ce soir ou jamais, parce que moi, ça fait longtemps que je ne passe pas dans les médias, et parce que les médias se méfient des plus subversifs. Ceux qui contestent vraiment le pouvoir sont repérés par les médias, ils ne les font pas passer. Et donc là, j'ai une chance, je passe à Ce soir ou jamais. Et je sais qu'il y a Attali, j'ai 1000 choses à lui reprocher, mais je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Je sais qu'on est nombreux, on va être 8 ou quelque chose comme ça, donc je sais que je vais avoir peut-être même pas 5 minutes. Donc je n'ai pas beaucoup de temps. Et je sais que pour parler du tirage au sort, il me faut bien 10 minutes pour que le tirage au sort n'en sorte pas discrédité, parce que si j'en parle très peu, les gens vont dire c'est n'importe quoi, ce type dit n'importe quoi, et vont rater l'occasion de comprendre que c'est la seule procédure de leur émancipation. Donc, je n'en parle que quand j'ai le temps. Donc, j'avais décidé de ne pas parler du tirage au sort. J'ai décidé de parler de l'escroquerie parlementaire et de la confusion entre voter et élire, de l'imposture qui consiste à appeler démocratie un régime dans lequel nous ne pouvons que désigner des maîtres alors que nous devrions voter les lois. Et donc, j'ai fait un petit tunnel de 3 minutes, c'est pas très long, 3-4 minutes. Tadei est bien pour ça, il nous laisse parler. Et ce truc a tourné ensuite sur les réseaux, ça a fait plus de 40 millions de vues, donc j'ai bien fait de venir ce soir-là. Et après ça, on voit sur les images qu'Attali il fait un petit signe à Tadei, je suis encore en train de parler, il fait un petit signe en disant qu'il veut parler, donc ensuite Tadei passe la main à Attali. Et la première chose que fait Attali, c'est dire, bon, là c'est très intéressant ce que vous venez de dire, mais d'habitude, c'est pas ça que vous dites, d'habitude vous parlez du tirage au sort. Et vous savez, c'est dommage d'avoir l'esprit d'escalier, parce que c'est après qu'on se rend compte de ce qu'on aurait dû lui dire, évidemment, parce que là, c'est dur en direct de lui répondre, mais c'est vachement intéressant. Je ne savais pas que vous suiviez mes conférences, mais vous ne l'avez peut-être pas assez bien écouté parce que vous n'avez pas bien compris. Manifestement, vous n'avez pas bien compris. Et puis ça, c'est pas. Mais en fait, je ne pouvais pas répondre parce que dès que je commençais à répondre, il m'interrompait. Donc là, c'est toute une tactique. Donc il me faut un peu de temps pour parler de tirage au sort. Pas très longtemps, mais juste le temps de vous convaincre qu'il faut travailler ce sujet. Je vais commencer par les faits pratiques, avant la théorie. Il y a une société humaine qui a pratiqué le tirage au sort pendant 200 ans. Pas 2 ans, pas 20 ans. Pendant 200 ans, c'est très long, c'est Athènes. Athènes. Les Athéniens, les Grecs, la démocratie athénienne, qui n'est pas du tout la seule possible, je sais, mais c'est une des démocraties possibles, a pratiqué le tirage au sort tous les matins pendant 200 ans. Et ce n'est pas les tirés au sort qui votaient les lois. Les tirés au sort préparaient les lois, discutaient entre eux, préparaient les lois, et ensuite venaient les présenter à l'Assemblée, et c'est l'Assemblée composée des citoyens qui votaient. Oui, je sais, il n'y avait pas les femmes, il y avait des esclaves qui n'étaient pas là non plus, mais vous imaginez bien que je ne suis pas esclavagiste, je ne suis pas misogyne, et moi ce que j'imagine, c'est une assemblée dans laquelle il n'y ait pas d'esclaves, il y ait tout le monde, et il y ait des femmes évidemment. Ce que je veux vous dire, c'est d'abord, ce n'était pas spécifique, les femmes étaient tenues à l'écart et il y avait des esclaves dans toutes les sociétés, même non démocratiques, c'est une question de l'époque.
Ce n'est pas spécifique à la démocratie. Donc ce n'est pas un argument contre la démocratie, cette histoire d'esclavage et de faim. Et le système marcherait très bien. Le tirage au sort qui donnait les résultats que je vais vous expliquer aurait aussi bien marché si les esclaves étaient là, et si à l'Assemblée, et si les femmes étaient parmi nous, évidemment. Donc ne vous laissez pas impressionner par cet argument bidon qui dit qu'ils étaient esclavagistes, on s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc les Athéniens tiraient au sort tous les matins, et quand on tire au sort quelqu'un, il ne se transforme pas dans sa tête, il ne devient pas un maître en se la pétant et en disant j'ai été élu, je suis le meilleur, et ça monte à la tête de tout le monde l'élection, ça les change les gens. Même les gens bien, quand ils sont élus, à force, ils se mettent à croire qu'ils peuvent tout décider à la place des gens sans leur demander, ils se sentent légitimes, ils deviennent des maîtres. L'élection fabrique des maîtres, même avec des gens gentils, hein. Ce n'est pas une question de personne. L'élection nous transforme en mal. Alors que le tirage au sort, quand vous avez été tiré au sort, mettez-vous à la place du tir au sort. Vous avez été tiré au sort. Ce n'est pas votre vertu, ce n'est pas vos mérites, c'est le hasard. Et donc, vous ne vous sentez pas différent des autres. Vous restez un pair, P-A-I-R, vous restez un égal. Le tirage au sort désigne des représentants dont nous n'avons rien à craindre parce qu'ils restent des pairs. Et à Athènes, les tirés au sort, ils préparaient les lois, et donc ils faisaient des choses que les citoyens n'avaient pas envie de faire, peut-être que vous non plus, vous n'avez pas envie de vous embêter à préparer les lois, mais par contre ensuite ils nous les présentent au vote. Pas à l'élection, hein, au vote, on décide. Et pendant 200 ans, comme les pauvres étaient plus nombreux que les riches, et que c'était un homme, une voix, pas pour élire des maîtres comme aujourd'hui, un homme, une voix, pour voter les lois. Comme il y avait beaucoup plus de pauvres que de riches, c'est les pauvres qui faisaient la loi. Mais les pauvres, ce n'est pas les mendiants, c'est les artisans, c'est les agriculteurs, c'est les gens normaux, c'est 99%, c'est nous tous. C'est eux qui votaient les lois. Donc 200 ans de tirage au sort, je ne vous parle pas de théorie, je vous parle de pratique. 200 ans ont donné le pouvoir aux pauvres. Parmi les citoyens, il y avait des riches et des pauvres, et pendant 200 ans, ça donnait le pouvoir aux pauvres. Et les pauvres n'ont pas volé les riches. Bon, c'est sûr qu'il n'y a que les riches qui payent les impôts, hein. En démocratie, il n'y a que les riches qui payent les impôts. Les pauvres, ils ne payaient pas d'impôts. Ils allaient se battre, ils défendaient le pays, ou ils l'attaquaient. D'ailleurs, il y avait quelque chose de belliqueux, hein, dans la démocratie athénienne, mais dans tous les peuples du monde d'ailleurs, hein. Mais les riches ne se sont pas fait piller par les pauvres. On nous dit, si c'est les pauvres qui décident, on va... C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, pendant 200 ans, c'est les pauvres qui ont dirigé. Ça donnait une société, par rapport à toutes les autres sociétés qui n'étaient pas démocratiques à l'époque, une société pacifiée, stable politiquement, stable économiquement. Et il y a un autre laboratoire qui a encore 200 ans, depuis la Révolution française, nous avons testé l'élection. Et 200 ans d'élection partout sur Terre ont donné un truc qui s'appelle le capitalisme, c'est-à-dire le gouvernement des riches par les riches pour les riches. Enfin, le gouvernement des pauvres par les riches pour les riches. On va rester sur le tirage au sort, si tu veux bien. D'accord. Dans le petit bouquin blanc, j'ai fait le procès d'élection. Vous trouverez le procès d'élection, vous trouverez les 10 vices de l'élection et les 10 vertus, comme en miroir du tirage au sort. L'élection nous infantilise, alors que le tirage au sort nous considère comme des adultes et nous pousse à devenir progressivement des adultes, parce que quand on sait qu'on va être tiré au sort, on se prépare à exercer la fonction que peut-être on aura à exercer demain. L'élection pousse au mensonge et porte au pouvoir les plus grands menteurs, alors que le tirage au sort ne pousse pas au mensonge. Ça ne sert à rien de mentir. Vous ne gagnerez pas plus au tirage au sort. Le tiré au sort ne gagnera pas plus en ayant menti, pas menti. Hein. Donc, il y a une procédure qui incite au mensonge, l'autre qui n'incite pas au mensonge. Vous avez l'élection qui incite à la corruption et au lobbying et à toutes les formes de pression, de menaces et donc de corruption des décideurs, alors que le tirage au sort désincite à la corruption et au mensonge. Enfin, vous allez retrouver... Nous devrions tous faire. Et, encore une seconde s'il te plaît, quand vous allez sortir, vous allez dire, tiens, c'est bien ce qu'il dit ce gars-là, c'est intéressant. Et ça n'a aucun intérêt si vous ne faites pas la même chose que moi quand vous sortez. Si vous sortez de là comme si vous alliez au cinéma en disant, tiens, on a passé un bon moment, on a vu des gens vachement intéressants, et que vous ne devenez pas des...
comment dire, des agents de contamination pour que nous soyons de plus en plus nombreux à devenir constituantes et à nous rendre compte, de plus en plus nombreux à nous rendre compte que l'élection est un piège à con, c'est un slogan de 68, mais c'est une réalité comme la loi de la physique, la pesanteur qui fait que ce corps tombe, l'élection porte au pouvoir les pires, c'est vraiment un piège à con. Il faut qu'on se passe le mot et qu'on n'accepte pas d'élire l'Assemblée constituante. Il ne faut pas accepter d'élire l'Assemblée constituante. Le moment où on perd tout à l'avenir, c'est le moment où on devient impuissant et où on ne va plus pouvoir rien décider pour la nuit des temps, là, c'est le moment où on accepte d'élire notamment l'Assemblée constituante. Parce que quand on élit parmi des candidats qu'on peut aider, ceux qui ont les moyens d'aider, ceux qui sont très riches et qui peuvent acheter les médias, qui peuvent aider de toutes sortes, pas seulement en passage dans les médias, il y a plein de façons d'aider un candidat. Ceux qui ont les moyens d'aider, ils gagnent tout le temps parce qu'ils ont plus de moyens que les autres, vous comprenez ça? Et donc, il faut qu'on soit nombreux à avoir compris que l'élection est un outil de dépossession qui est à la source de notre difficulté à vivre, notre difficulté concrète avec les bas salaires, les mauvaises conditions de travail, le fait qu'on ne nous écoute pas politiquement, tout ça est lié à ce moment où nous acceptons d'élire l'Assemblée constituante. La prochaine révolution, je ne sais pas quand c'est, mais je sais qu'il va y en avoir, l'histoire peut-être demain, je ne sais pas si c'est, enfin peut-être, on s'en fout, mais il faut qu'on se soit préparé avant, parce que si vous en avez parlé, en sortant d'ici, si vous en avez parlé aux autres, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de se réunir à 1000 comme aujourd'hui, pas du tout. Un atelier constituant, c'est vous êtes tout seul, vous prenez votre constitution, celui-là, c'est le texte chez Dalloz, ça vaut 4 €, c'est rien du tout, c'est les plans de la prison. C'est là-dedans que nous n'existons pas. Nulle part il est écrit « le peuple ne décide de rien ». C'est pas écrit comme ça. Ça, on se mettrait en colère si c'était écrit comme ça. Non, c'est plus malin. Pour s'en rendre compte, il faut le lire et s'apercevoir que nous ne sommes nulle part. Nulle part dans la Constitution, nous ne sommes, parce que ce n'est pas nous qui l'avons écrite. Dans les constitutions que nous écrivons, nous sommes partout. Dans ce bouquin d'exercices, je vous lis le titre parce que c'est super important. C'est moi qui l'ai écrit, mais c'est quand même super important. Écrire nous-mêmes la Constitution, exercice d'entraînement pour préparer un processus constituant populaire. Là-dedans, c'est trop fort, pardon. Sur les pages de gauche, vous avez la Constitution, la Constitution française, c'est-à-dire l'anticonstitution sur les pages de gauche. Il y a un signe danger parce que c'est un piège. Là, dans ce texte, sur toutes les pages de gauche, vous allez constater que vous n'y êtes pas. Et donc, j'ai prévu des lignes vides pour que vous puissiez écrire, que vous puissiez barrer ce qui vous semble incroyable et remplacer par ce que vous mettez à la place. Je vous incite à écrire vous-même. Ça ne suffit pas de dire c'est le peuple qui doit écrire la Constitution. Là, vous pétez, vous la pétez, vous vantez, vous faites le fanfaron. Il faut que vous vous y mettiez à écrire. Et vous allez voir que c'est délicieux et ce n'est pas si compliqué. Et puis, sur les pages de droite, il y a le plan. C'est un exemple, ce n'est pas la Constitution. C'est la Constitution du plan C qu'on écrit sur le plan, sur le blog pour une Constitution d'origine citoyenne. C'est pour Constitution citoyenne. Et sur ce blog, on a écrit depuis 15 ans une Constitution dans laquelle le peuple est partout. Dans la Constitution de 58, il est nulle part. Dans la Constitution que nous écrivons, nous, quand ce sera la vôtre, vous verrez, vous ferez pareil. Vous allez mettre le peuple partout, en fait. Et sans nous mettre au boulot pour qu'on fasse tout le temps de la politique, personne ne veut ça. Moi non plus, je ne veux pas faire de la politique tout le temps. Mais en nous donnant les moyens de garder le contrôle de nos représentants pour que quand on n'est pas content sur les choses importantes, on reprenne la main. Et dans ces pages aussi, j'ai mis du blanc pour que vous puissiez compléter, parce que la Constitution du plan C, c'est un chantier. C'est pas du tout, je ne viens pas dire la messe. Je vous dis, c'est à vous d'écrire. Et moi, je peux mourir si vous le faites. Je m'en fous. J'ai pas. Il faut apprendre à nos enfants. Là, on est trop vieux. Ça vieillit. Nos assemblées vieillissent par rapport aux gilets jaunes et par rapport à. Il me semble que les jeunes, ils sont en train de se décourager. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais donc c'est à nous, peut-être les vieux, d'aller les réveiller. Alors, j'allais dire à coup de pompe dans le derrière. Il ne faut pas faire ça parce que ça marche pas bien. C'est pas un bon argument. Mais c'est nous qui connaissons nos jeunes gens et qui sommes capables, parce qu'on les connaît, de leur parler des sujets qu'ils aiment bien et puis de mettre des petites doses de constitution de temps en temps. Un atelier constituant, c'est un moment où vous pensez constitution, vous pensez souveraineté populaire et vous avez un crayon à la main. Le crayon à la main, c'est atelier,
Et constituant, ça veut dire que je m'occupe de mes affaires, je m'occupe de ma vie, je m'occupe de ma souveraineté, je m'occupe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, du droit de décider, c'est-à-dire de l'essentiel. C'est incroyable qu'on discute des sujets législatifs sans avoir réfléchi aux sujets constituants. C'est incroyable quand on y songe. Pour revenir au tirage au sort, donc on a bien compris que sous Athènes, sur la pratique, donc un tirage au sort pour une chambre de proposition, ça fonctionne très bien. Pour faire un bond de Athènes à 2020, je rappelle que grâce aux Gilets jaunes, nous avons eu la Convention citoyenne pour le climat. Donc c'était 150 citoyens tirés au sort qui ont fait 150 propositions et le président s'était engagé à faire que ces propositions soient validées ou non par référendum. On sait très bien ce qu'il en a fait, mais donc on voit un mouvement tel que les Gilets jaunes, à quoi il peut aboutir. Il peut aboutir à la vraie démocratie, nous étions proches, donc il faut continuer à croire en cet idéal, on le touche du doigt. Donc si on a compris que le tirage au sort donc, fonctionne pour une chambre de proposition, est-ce que tu penses que c'est aussi pertinent dans le futur pour des chambres de contrôle? Alors voilà, les chambres de proposition, c'est une chose. C'est à vous de décider si c'est intéressant ou pas. Il faut que vous y réfléchissiez tout seul, puis ensuite à plusieurs. Le tirage au sort, il peut être utilisé aussi pour une chambre législative. La chambre qui nous représente pourrait, et qui vote à notre place, les lois, vous êtes légitime. Si vous voulez dire, moi je n'ai pas du tout envie de m'occuper de ça, j'ai envie que des représentants s'occupent de moi. Et vous êtes légitime à dire, mais moi je veux que mes représentants ils soient tirés au sort pour des mandats courts, non renouvelables, de façon à ce qu'ils nous ressemblent. Si vous tirez au sort 1000 personnes sur la société française, vous allez avoir un échantillon représentatif, qui est un concept qui n'existait pas en sciences politiques au XVIIIe, au XIXe. C'est un concept récent, échantillon représentatif. C'est-à-dire qu'il y a un effectif de l'Assemblée à partir duquel vous pouvez dire c'est pas la peine d'en rajouter, là on a la moitié d'hommes, de femmes, on a la proportion de chômeurs, on a la proportion de riches, on a la proportion de... On a fabriqué une mini-société qui nous ressemble suffisamment et quand on augmente le nombre de membres de l'Assemblée, on ne gagne quasiment plus rien. Et ce moment où nous arrivons à un échantillon représentatif, c'est très important sur le plan de la politique, c'est la réflexion politique, parce que ça nous aide à accepter l'idée qu'en tirant au sort une Assemblée suffisamment vaste, nous allons avoir une Assemblée qui nous ressemble dans ses intérêts. C'est des gens qui ont les mêmes intérêts que nous, qui ne sont pas au pouvoir pour longtemps, ils vont être au pouvoir pour 1 an, 2 ans, c'est à vous de décider, mais ils vont revenir parmi nous, et donc les lois qu'ils vont écrire, ils vont les écrire pour eux-mêmes et donc pour nous. Donc il ne va pas y avoir cette séparation entre les politiciens de métier, les professionnels de la politique, que génère mécaniquement l'élection. Vous détestez les partis, moi aussi, il faut lire ce que Simone Veil a écrit contre les partis politiques, c'est remarquable, mais c'est pas... si vous gardez l'élection, vous aurez toujours les partis, et quand vous allez essayer de supprimer les partis alors qu'il n'y a que l'élection, mais il y a des gens qui vont être prêts à vous tuer pour garder les partis, parce que c'est leur seul moyen de gagner les élections, et que les élections sont le seul moyen de changer la vie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est changer la procédure qui conduit aux partis. Donc, le tirage au sort désactiverait le besoin de faire des partis. On n'a pas besoin de partis pour faire de la politique. On n'a jamais eu de parti pour faire de la politique. Depuis quand on a des partis pour faire de la politique? Depuis que ce qui a été institué, c'est l'élection. Ça fait 200 ans qu'on a des partis parce qu'on a institué l'élection. Si vous voulez vous débarrasser des partis, il faut vous débarrasser de l'élection. Et donc il y a une possibilité d'utilisation du tirage au sort qui est de désigner l'Assemblée législative. Mais ça, c'est vraiment pour les gens qui ont réfléchi, parce qu'il faut quand même avoir beaucoup travaillé sur les objections au tirage au sort. Il y en a une quinzaine d'objections au tirage au sort qu'on retrouve tout le temps. Vous allez tirer un incompétent, vous allez tirer au sort un malhonnête, etc. Il y a une quinzaine, une vingtaine d'objections. Toutes sont réfutables. Elles sont toutes réfutables, c'est-à-dire que vous avez la réponse, nous avons la réponse à chacune de ces objections, et ces institutions complémentaires, comme par exemple le fait qu'on ne tire pas au sort une personne. Si on tire au sort une personne, c'est vrai qu'on peut avoir un abruti ou un salaud, c'est vrai, il y a un risque. Mais si vous en tirez 200,
si vous tirez au sort 200 personnes, vous n'allez pas avoir 200 cons, c'est pas vrai. Ou bien si vous imaginez qu'en tirant au sort sur la population, il y a un risque qu'on puisse tomber sur 200 salauds ou 200 cons, si vous avez cette vision-là du peuple, vous n'êtes pas démocrate. On n'est pas obligé d'être démocrate, si ça se trouve, vous avez raison, peut-être. Mais les démocrates font plus confiance au peuple, ils savent bien que si on tire au sort 200 personnes, on va avoir plein de gens bien là-dedans. Peut-être qu'il y aura un feignant, un salaud, un abruti, mais c'est pas grave. Donc, ça, c'est une institution complémentaire, vous comprenez, de ne pas tirer une personne, mais d'en tirer plusieurs. Que le tirage au sort désigne des assemblées, des corps collectifs. Autre correctif, la reddition des comptes. Comme on sait bien que le tiré au sort, il peut faire des bêtises, on l'avertit qu'il faudra qu'il rende des comptes. C'est-à-dire qu'à Athènes, quand quelqu'un avait eu un mandat pendant 1 an, ensuite il rendait des comptes pendant 1 an, devant une assemblée tirée au sort. Donc, ceux qui contrôlaient les tirés au sort, c'était d'autres tirés au sort. Alors là, il y a des malins qui disent « ça va durer jusqu'en… » Il n'y a pas besoin que ça dure plus longtemps que ça. Il suffit de dire que les tirés au sort sont contrôlés par des tirés au sort, et puis voilà, hein, c'est pas une cascade sans fin, c'est pas du tout impossible. Ils l'ont pratiqué pendant 200 ans, je vous dis. Hein. Et donc, le fait que la personne tirée au sort doive rendre des comptes, ça la conduit à faire du mieux qu'elle peut. Et même si elle se trompe, quelquefois les tireurs au sort prennent des décisions qui sont catastrophiques. Ah, c'est une catastrophe. Et donc au moment de rendre compte, on lui dit « mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça ?» Et les tireurs au sort disent, on a les écrits à Athènes où ils disaient mais souvenez-vous que nous sommes comme vous. Souvenez-vous que vous auriez fait la même erreur. À l'époque, nous avions ces informations-là. C'est trop long. Non, c'est pas ça. Je suis désolé de vous interrompre, j'ai une petite intervention. Je suis désolé d'interrompre cette belle dynamique-là, mais on me signifie qu'il y a des gendarmes qui sont en train de tourner autour des voitures qui sont garées sur la route. Il y a des voitures qui sont garées sur la route. Donc, pour les gens qui veulent aller les retirer, là, avant qu'il ne soit trop tard, voilà, juste simplement ça. Et je vous laisse reprendre. Je suis désolé d'avoir un peu interrompu. Donc, je ne développe pas, faites-moi confiance, vous verrez, quand vous allez travailler le tirage au sort, je n'ai pas le livre avec moi, mais il faut lire le livre de Bernard Manin, Principe du gouvernement représentatif. Ça, ce n'est pas un titre sexy. Hein. Tu vois ça sur une étagère dans une librairie, tu dis Principe du gouvernement représentatif, ça, je ne vais pas le lire aujourd'hui, je le lirai peut-être un autre jour. Vous avez tort, c'est un des meilleurs livres qui existent pour comprendre les vertus, l'histoire et toute la documentation scientifique qui existe sur le tirage au sort. Principe du gouvernement représentatif. Et ça se lit comme un polar. Tu dis, ah, mais on m'avait pas appris ça à l'école, mais c'est incroyable. Mais c'est un titre qui n'est pas sexy, mais le contenu, il est émancipant. Principe du gouvernement représentatif. Donc je vous conseille de lire sur le tirage au sort. Ne rejetez pas le tirage au sort avant d'avoir un peu travaillé la question. Quand vous travaillez la question, vous allez voir, c'est spectaculairement évident. Deuxième sujet de tirage au sort, c'est les chambres de contrôle. Vous pouvez garder les chambres comme vous les connaissez aujourd'hui, l'Assemblée nationale, le Sénat, gardez-les si vous voulez, si vous y tenez. Enfin, moi, ce que je vois depuis 15 ans dans les ateliers constituants, c'est qu'on ne le fait jamais, hein, on le change. Il y a une des deux chambres qu'on rend Assemblée citoyenne, tir au sort. La plupart de ce qu'on voit, c'est pour garder un peu l'existant, pour ne pas paniquer tout le monde. On garde l'Assemblée nationale des élus, on l'appelle la chambre des professionnels de la politique, la chambre des partis, et puis on transforme le Sénat, on en fait une chambre tirée au sort, et on l'appelle la chambre des citoyens. Et pour voter une loi, il faut que les deux y passent. En tout cas, les citoyens peuvent s'opposer à toute loi. Mais ça, c'est pas le plus simple. Je comprendrais que vous vous soyez opposé à ça, que vous disiez quand même tirer au sort les législateurs, c'est dangereux. Bon, vous allez voir qu'en travaillant, ça va vous paraître naturel. Mais il y a un troisième usage, un deuxième usage, c'est les chambres de contrôle. Les chambres de contrôle, c'est si vous tirez au sort des assemblées qui sont dédiées à chaque pouvoir, chambre de contrôle des juges, chambre de contrôle des journalistes, chambre de contrôle des ministres, chambre de contrôle du président, chambre de contrôle des parlementaires, toutes ces chambres, la chambre de contrôle de la banque, chambre de contrôle de la monnaie, à chaque fois qu'il y a un pouvoir dangereux, quand vous réfléchissez aux institutions, vous imaginez une chambre de contrôle et pour sa composition, vous allez voir, tirez-la au sort, vous allez avoir la meilleure qui soit. Si vous voulez, vous la tirez au sort parmi des experts, parce que dans certains cas,
c'est exclu de faire décider par une chambre de néophytes. Alors, prenez des experts, mais tirez-les au sort. Et là, le dernier usage du tirage au sort, c'est le tirage au sort éventuellement de l'Assemblée constituante. Mais je préfère le RIC constituant. J'ai longtemps défendu l'idée de l'Assemblée constituante tirée au sort. Avec mon expérience des ateliers constituants, je sais que ça donnerait de formidables résultats. Si nous tirions... Alors, il ne faut pas que les gens puissent refuser. Des tirs au sort, c'est comme aux assises. Aux assises, vous savez, pour décider de la vie et de la mort des gens, de l'emprisonnement à vie, vous pouvez tirer au sort, c'est une grosse responsabilité, et on ne vous demande pas votre avis. Il n'y a que les cas de force majeure qui vous permettent de dire non. Et les gens le font, et quand on les observe, ils se transforment en bien. Ils deviennent responsables, ils le prennent très au sérieux. On leur fait confiance pour des choses importantes, et quand on fait confiance aux gens, ils font tout pour être dignes de confiance. Je peux vous le dire, en tant que prof, on le vit tout le temps, ça. On s'appuie là-dessus. Quand on fait confiance aux gens, ils se transforment en bien. Et inversement, quand on fait défiance aux gens, ils se transforment en mal. Donc c'est important de faire confiance. Voilà pour les usages du tirage au sort. Mais je vous recommande de bosser le procès de l'élection et puis de travailler. C'est à nous de défendre cette procédure. Évidemment, ce ne sont jamais les élus qui vont défendre la procédure du tirage au sort. Ils vont baver, ils vont dire tout le mal, ils vont calomnier, ils vont trouver 1000 mauvais procès au tirage au sort, et vraiment, c'est en travaillant que vous allez voir que leurs procès ne tiennent pas debout. Donc le chronomètre avance, il nous reste moins de 10 minutes, Étienne. Du coup, si tu veux bien, on va conclure par rapport à l'ACDC, donc ce pourquoi aussi nous sommes là aujourd'hui. Donc comme je te disais, tu as vraiment inspiré beaucoup les adhérents de Construisons notre bonheur. Tu es à l'origine de notre engagement politique pour beaucoup. Et donc c'est très naturellement que nous avons adopté comme mode de gouvernance la démocratie directe, donc le RIC. Comme je disais tout à l'heure, nous nous appliquons à nous-mêmes ce que nous prenons pour la société. Et donc nous avons mis en place un système de gouvernance original, tout fonctionne par la démocratie directe. Et d'autres associations ont trouvé pertinent ce mode de gouvernance, l'ont adopté à leur tour. Donc nous, on est contents, plus il y a de chapelles qui fonctionnent en démocratie directe, et mieux c'est, comme ça par la pratique, on se rend compte que ça fonctionne et que c'est beaucoup plus stimulant intellectuellement de prendre part à la décision plutôt que de la subir. Excusez-moi. Et donc je voulais t'interroger sur ce mode de gouvernance à l'échelle de la chapelle. Mais tant que nous sommes divisés, là-haut, ils se frottent les mains. Tant qu'on est divisés, on n'arrive pas à faire peuple et à apporter le grand changement, la révolution démocratique que nous appelons de nos voeux. Et donc, nous avons créé une cathédrale de la démocratie directe qui s'appelle aujourd'hui donc l'ACDC, l'Assemblée citoyenne directe constructive. Et le but, c'est que tous les collectifs, toutes les associations de notre bassin de vie s'y rassemblent pour porter des projets d'intérêt locaux collectifs, des projets d'intérêt collectif. Pour faire de la synergie, mettre de la reliance entre tous les mouvements et du coup capitaliser sur les moyens financiers et humains pour ces grands projets. Donc je voulais t'interroger si tu trouves que ce système de gouvernance est pertinent. Et dans un deuxième temps, l'élection sans candidat. L'élection sans candidat. Aujourd'hui, donc, il y a les ambassadeurs citoyens qui se sont présentés à vous. Ça a fait suite à un long processus pour que le choix de ces ambassadeurs se fasse de la façon la plus démocratique possible. Donc tu as pu jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu nous encourages sur cette voie? Ah bah oui, je vous encourage bien sûr, c'est enthousiasmant, hein, c'est remarquable. Les initiatives citoyennes un peu partout sur le territoire mériteraient d'être raconter et centraliser. On devrait avoir des endroits où on retrouve ce genre de... Et ce cas-là est tout à fait remarquable. Quand vous parliez ce matin des élections sans candidat, c'est à la fois marrant parce que on visualise le cas où les gens viennent dire au boulanger, ben, c'est toi qui vas être notre représentant là. Ah non, vous déconnez. Si, c'est toi qui vas l'être. Finalement, c'est lui qui l'est. Parce que... Alors, il faut qu'on décide dans les institutions, et ça, c'est pas facile. Hein. Est-ce que... Quand on a été élu alors qu'on n'était pas candidat, est-ce qu'on est obligé d'y aller parce qu'il y a trop de gens qui comptent sur nous, il faut qu'on y aille? Ou bien est-ce qu'on laisse les gens refuser? Et là, je voudrais vous signaler une pensée importante d'un philosophe qui s'appelle Alain, il s'appelait Émile Chartier. Alors, je ne l'ai pas avec moi là, mais c'est rare, je l'ai souvent dans mes poches. Il y a un petit livre de poche, c'est le numéro 1, chez Folio, qui s'appelle « Les propos sur le pouvoir ». Et ce gars-là est une
une fontaine d'intelligence. Il peut vous suivre toute votre vie. Vous allez voir, à chaque fois que vous l'ouvrez, vous pouvez méditer. C'est absolument passionnant. Propos sur le pouvoir, c'est un de mes meilleurs livres. Et Alain dit, et tout compte, c'est 3 petits bouts de phrases. Le propre de l'homme juste est de ne jamais vouloir gouverner les autres et de seulement se gouverner lui-même. Cela décide tout. Autant dire que les pires gouverneront. Il n'a pas dit le propre, il a dit le trait le plus visible de l'homme juste est de ne jamais vouloir gouverner les autres et de seulement se gouverner lui-même. Notre problème, le problème de l'humanité, pour ce qui est de la représentation politique, le problème de l'humanité, c'est que les meilleurs d'entre nous ne veulent pas le pouvoir. Ils le refusent même, alors que c'est les meilleurs. Alors, quand on réfléchit aux problèmes collectifs que ça nous pose, on se demande, mais alors, si c'est les meilleurs pour la famille, pour la société, est-ce qu'on ne peut pas les forcer? Alors, parce que ce n'est pas gentil de forcer. Non, je ne veux pas. Parce que le problème, c'est que si vous dites, OK, on va faire des élections sans candidat, et après, on va leur demander leur avis, tous les gens bien vont dire non. J'exagère, parce qu'il y a des gens bien qui disent oui. Hein. Mais parmi les gens qui disent oui, vous avez des gens qui veulent le pouvoir. Et je vais vous citer un autre bonhomme qui est très connu. Il n'est pas connu parce que c'est une fripouille, pourtant c'en est une. Il s'appelle Platon. Et il a écrit des choses formidables, très intéressantes, pour méditer, super. Mais c'était un antidémocrate rabique, enragé. C'était comme la plupart des philosophes, Aristote, ils étaient tous antidémocrates. Mais par contre, ils avaient une réflexion sur la cité et ils disaient, le pire qui puisse arriver à une cité, la pire catastrophe qui puisse arriver à une cité, c'est de donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Je crois que ça, c'est vrai. Le pire qui puisse arriver, c'est de donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Or, la procédure que nous utilisons depuis 200 ans, elle donne tout le pouvoir uniquement à des gens qui le veulent, mais qui le veulent tellement qu'ils sont prêts à écraser leurs voisins, leurs frères, leurs amis. Ils le veulent tellement et c'est à eux qu'on donne le pouvoir. Donc dans l'élection sans candidat, je trouve que, je crois que de ce que j'ai entendu, vous avez demandé s'ils acceptaient. Non. Et c'est une... Non, on n'a pas demandé justement, on s'était inspiré de notre discussion que nous avions eue à Marseille. Avec Étienne, on réfléchissait sur comment pousser à l'engagement. On réfléchissait, qu'est-ce qui pousse l'être humain à vouloir s'engager? Donc moi, personnellement, j'ai répondu naïvement, c'est que j'ai grandi avec beaucoup d'amour, que ce soit de la part de ma famille ou même de mon pays. Je me sens aimé, je suis malade, on me soigne, etc. Et j'ai envie de rendre tout cet amour que j'ai eu. Et ma réponse n'a pas convaincu Étienne. Et il a dit, non, je crois que c'est la confiance qu'on place dans l'être humain. Si tu fais confiance à l'autre, alors tu vas lui donner envie de s'engager, il va vouloir être à la hauteur de la confiance que tu lui donnes. Donc suite à cette discussion, ça a matérialisé l'élection sans candidat. Et donc le concept, c'était de nominer jusqu'à 3 hommes et 3 femmes. Donc personne ne pouvait s'auto-présenter. Tu nomines ceux que tu penses aptes à apporter tes valeurs à l'Assemblée nationale. Et c'était bien indiqué de ne pas informer la personne que tu vas la nominer. Parce que tu as les blocages de l'humilité, de plein de choses qui font « Ah non, ça ne m'intéresse pas ». Donc nous ne prévenions pas. Il y a eu 89 personnes qui ont été nominées. Et ensuite, donc, libre à eux, en signant la charte d'engagement que nous vous avons présentée tout à l'heure, d'accepter ou pas cette nomination. Donc ils pouvaient refuser, en effet, on ne peut pas les forcer à être candidats s'ils ne veulent pas. Mais ça te paraît évident. Et moi, ça ne me paraît pas évident. Ça se discute. Je comprends les arguments, parce qu'on ne va pas violer les gens, on ne va pas leur faire violence, mais à mon avis, c'est une question de nombre. Quelqu'un qui aurait été élu par 100 000 personnes, mais ça va, même s'il n'a pas envie, je pense que ces gens bons, là, ces gens bien, ils vont peut-être dire non tout de suite, et puis ils vont réfléchir à ce que c'est que 100 000 personnes qui comptent sur elles. Et puis je pense la plupart vont changer d'avis en disant oui, je veux bien, oui, ok.
Enfin, moi, je sais que c'est ça qui m'anime. Ce qui fait que je continue à me donner tant de mal depuis 17 ans maintenant, c'est vous, quoi, hein. C'est le fait que les gens qui comptent sur toi, quoi, hein. Ils comptent sur toi et tu n'as pas de figure si tu n'y vas pas, quoi, hein. Donc il faut y être, tant pis, il faut y aller. Et voilà. Et ça marche, hein. Je te laisse le mot de la fin, Étienne, pour conclure. Il y a encore un mot d'Alain, mais vous verrez, on pourrait faire une soirée entière. Il y a d'ailleurs une association des Amis d'Alain qui publie régulièrement un petit bulletin formidable et qui fait des réunions où j'ai jamais été, mais je sais qu'ils font ça, et ils se lisent. Il y a des spécialistes, des amoureux d'Alain, et qui se lisent des passages, leurs meilleurs passages qu'ils préfèrent. Mais c'est jouissif de lire Alain, c'est jouissif, c'est une montagne d'intelligence. Et il disait, le suffrage périt par l'acclamation. Il disait, quand vous applaudissez quelqu'un, quand vous faites des hurrahs, quand vous le portez au nu, vous dites « ouais », il se transforme en mal. Vous ne devriez pas m'applaudir parce que ça me transforme en pas bien. Et en fait, et on devrait faire attention à ça. Voilà. Nous avons tous besoin d'être contredits pour ne pas devenir fanatiques. On ne progresse que dans la contradiction. Et en fait, dans l'acclamation, on se sent comme porté, on se sent comme légitimé par une ovation. Et quand il dit « le suffrage périt par l'acclamation », il dit « méfiez-vous toujours de ceux qui ont un pouvoir. Méfiez-vous toujours, même s'ils sont gentils, ne les acclamez pas. Jugez-les, obéissez, et jugez-les sévèrement. C'est ça qui va faire qu'ils vont rester bons. Méfiez-vous des pouvoirs, dit Alain. » C'est très anarchiste, hein, la démocratie. Il y a des parallèles complets entre la démocratie et l'anarchie. Je vous recommande de lire Alain aussi, c'est vraiment remarquable. En tout cas, merci d'être là. Moi, je viens recharger mes piles parce que j'ai la déprime en ce moment, j'ai le bourdon. Et quand je suis avec vous, ça va beaucoup mieux, quoi. Merci de votre énergie. Beaucoup.